J'ai longtemps cru qu'on pouvait uniquement se construire par un travail rationnel, et ce que j'ai longtemps fait dans ma vie, c'est d'identifier des domaines dans lesquels j'ai souhaité m'améliorer, identifier un peu ce qui manquait, et puis fournir l'effort le plus logique pour combler l'écart. Sous la forme de bonnes habitudes, de routines, de process répétés un peu sur le long terme, et dans plein de domaines de la vie, que ce soit l'aspect intellectuel, financier, physique, relationnel, etc. Évidemment qu'une telle pratique fournit des résultats, c'est pas la question, mais je me suis fait une remarque récemment, c'est que les personnages qui m'ont le plus impacté, dans des livres, dans des films, séries, des personnages fictifs ou réels d'ailleurs, c'est pas des personnages qui ont un quotidien tel que celui que je viens de décrire. Je pense qu'on s'ennuierait tous à lire la biographie de quelqu'un qui continuellement va appliquer de bonnes habitudes, de bonnes routines, qui va certes s'améliorer au fil du temps dans tous les domaines, mais qui va calculer son risque et qui va toujours agir justement avec bienveillance, courage, parce que ça en ferait une biographie ennuyeuse. Ce qui fait qu'on va justement s'attacher à un personnage qui va nous faire véhiculer des émotions et qu'on va le trouver assez singulier, etc. C'est quand il va justement être dans des zones un peu d'imprévisibilité. Dans cette zone de la vie sur laquelle on n'a pas forcément le contrôle, dans cette espèce de chaos et dans sa manière qu'a le personnage à réagir face à ce chaos. Et à la suite de cela, je me suis posé une question qui est la suivante. Est-ce qu'on gagne vraiment à chasser le chaos de nos vies, comme on essaie parfois de le faire ? Et c'est sur cette tension dont j'aimerais parler dans cette vidéo, avec d'un côté l'ordre et d'un autre côté le chaos. Donc selon la définition du dictionnaire, l'ordre c'est une disposition régulière des éléments d'un ensemble selon un principe ou une règle. Et le chaos, c'est un état d'un ensemble où les éléments sont mêlés de façon indistincte, sans organisation ni structure. Évidemment, l'ordre il permet d'obtenir énormément de résultats dans une vie. Je vais pas paraphraser tous les livres de développement personnel qu'on connaît, mais pour citer quelques principes tout de même, on peut penser à la loi de Pareto, qui préconise de toujours se concentrer sur les 20% d'une tâche qui permettent d'en extraire 80% des résultats. C'est vrai que c'est un pattern qu'on retrouve dans beaucoup de choses et qu'à titre personnel m'a beaucoup servi. Il y a également beaucoup de conseils sur le fait de prendre soin de son environnement, parce que d'une certaine manière on est le reflet de celui-ci, et notamment de son environnement social. D'où la phrase « on est la moyenne des 5 personnes que l'on fréquente le plus ». Alors c'est pas une science exacte, mais je trouve qu'il y a une part de vérité. Il y a aussi beaucoup de livres qui parlent du fait de prendre de bonnes habitudes et de l'effet cumulé qu'elles peuvent avoir sur le long terme. Et au-delà de ces principes assez connus, l'ordre il peut aussi prendre une forme beaucoup plus personnelle. Ce que je pourrais faire si je voulais vraiment utiliser une forme extrême d'ordre, ce serait d'établir un espèce de graphique radar sur lequel je fais apparaître les différents domaines dans lesquels je souhaite m'améliorer. Je pourrais m'auto-évaluer pour savoir où je me situe et puis lister les différentes habitudes qui contribuent à l'amélioration de chacun de ces domaines. Je pourrais intégrer ces habitudes dans ma semaine et puis chaque soir dans un tracker Excel noter si oui ou non j'ai effectué ces habitudes. Et puis, en voyant les résultats que pourrait procurer un tel ordre dans ma vie, je pourrais très vite être tenté de supprimer tout le chaos de ma vie au profit de mon développement personnel. Mais ce que je vais vite m'apercevoir, c'est que à penser pouvoir supprimer tout le chaos de ma vie, le chaos il va revenir, il revient toujours, mais sous une forme cette fois que j'aurais pas choisi mais que je vais subir. Et du chaos que on subit, c'est généralement dans une forme beaucoup moins sexy, ça veut dire que ça va être de la procrastination, du scroll, ça peut être une commande Uber Eats, etc. Et la raison en est que le chaos et l'ordre, c'est une tension qui s'exprime dans plein d'aspects de la vie, c'est un peu partout autour de nous. Il y a un livre de Robert Greene qui s'appelle L'art de la séduction, et qui parle de la séduction au sens large, et dedans, à un moment, il évoque notamment des profils courtisés. Donc on y retrouve notamment la sainte nitouche, qui est une expression qu'on peut utiliser dans le langage courant, mais qui dans le cadre du livre désigne quelqu'un qui a une apparence plutôt pure, qui a pas l'air d'avoir trop de désirs apparents, et qui est extrêmement soucieux des conventions sociales. Qui devient un peu la personne que les autres attendent qu'elle devienne, mais qui nourrit du coup un peu paradoxalement beaucoup de frustration interne de tout ça. À titre personnel, j'ai remarqué que dans les films, les livres, les séries, etc., c'est un peu cette fille qui a une éducation très cadrée, à qui on a toujours dit ce qu'elle devait faire, pas faire, qui elle devait être, pas être, et qui du coup, comme par hasard, dès qu'elle a l'âge un peu de fréquenter des garçons, va fréquenter le garçon un peu plus aventureux, qui est un peu plus affranchi des règles, des limites, et qui va l'emmener un peu faire plein de choses un peu interdites. Et je pense que de manière inconsciente, ce qui se passe chez elle, c'est que durant son éducation, la balance ordre-chaos a été fortement déséquilibrée du côté de l'ordre, et qu'en étant un peu à la recherche de ses aventures, elle cherche inconsciemment à rééquilibrer la balance.
C'est très bien mis en scène dans le Disney Réponse, que j'ai pas vu depuis des années, mais qui de tête illustre Réponse, qui a été du coup éduquée dans une espèce de tour à l'écart de tout, et où tout est contrôlé, elle a rien le droit de faire. Elle part avec le premier venu, qui est en plus de tête un espèce de brigand, voleur, etc. Et pour citer un exemple de l'autre côté, je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire qu'il n'y a rien de plus chaotique qu'un champ de bataille, il n'y a rien de plus chaotique que la guerre. Et en réponse à ça, ce que les armées font, c'est qu'elles instaurent au sein de leur régiment un ordre qui est hors du commun également. Il n'y a rien de plus ordonné qu'une armée, il y a une heure fixe pour se lever, les militaires ils marchent en rang, ils portent tous l'uniforme. Et en fait, c'est pour essayer de rééquilibrer un tant soit peu la balance ordre-chaos sur le champ de bataille qui est du coup fortement déséquilibré du côté du chaos. Et donc si l'ordre et le chaos c'est un espèce de duo et qu'on peut dans nos vies se séparer complètement ni de l'un ni de l'autre, bah ce chaos, plutôt que le subir, autant le choisir. Et j'irais même plus loin, plutôt que le choisir un peu en dépit en se disant que de toute façon on peut pas complètement le supprimer de notre vie, autant le vouloir ce chaos parce qu'il va notamment permettre des choses que l'ordre ne permet pas. Il y a un syndrome qui est assez connu chez les écrivains qui s'appelle le syndrome de la feuille blanche et qui assez littéralement va en fait désigner quand un écrivain est devant sa feuille et que il n'a pas l'inspiration qu'il juge nécessaire à écrire son livre. Ça arrive notamment après un premier succès littéraire quand l'écrivain a en fait pas confiance en sa capacité à rédiger une seconde œuvre à la hauteur de la première. Il n'a pas envie de décevoir et du moins en fait il va juger ses intuitions créatives à l'instant T, pas à la hauteur de ce qu'il pourrait rédiger. Et ça, c'est encore exacerbé quand l'écrivain il collabore avec une maison d'édition qui lui impose des dates butoirs, des échéances, parce qu'il y a difficilement pire que l'ordre pour casser toute intuition créative. Et je pense qu'un écrivain dans cette situation, la meilleure chose qu'il pourrait faire, c'est vraiment de s'extraire de son environnement, ne serait-ce que géographiquement, et de se balader, de s'exposer en fait à l'imprévisible. Et il pourrait très bien, en se baladant dans la rue, être témoin d'une embrouille entre deux amis, ou voir deux personnes âgées qui jouent aux échecs. Et de tout ça, en fait, il va émerger potentiellement des idées, des intuitions créatives qu'il pourrait exploiter pour rédiger son livre. Je pense que n'importe quel écrivain qui suit Loris, qu'on voit beaucoup sur YouTube, sur un tournage, ressort du tournage avec beaucoup d'idées à exploiter. Donc ici, précisément, le chaos permet clairement quelque chose que l'ordre ne permet pas. Steve Jobs, il a été à 2 reprises PDG d'Apple et il était notamment à l'origine de la sortie du Mac et de l'iPhone. Et je pense que dans l'inconscient collectif, quand on voit un peu sa tête, on s'imagine quelqu'un de très ordonné, discipliné, travailleur, ce qui était évidemment le cas, il y a une part de vérité. Mais au-delà de ça, Steve Jobs, c'était quelqu'un qui était très singulier. C'est quelqu'un qui avait vraiment une passion pour la calligraphie, pour la poésie, ce qui est plutôt original pour quelqu'un qui exerçait vraiment dans un secteur technologique. Et puis, c'est quelqu'un qui a fait un voyage en Inde, il a été bouddhiste pratiquant. On sait aussi qu'il consommait un peu de LSD dans sa jeunesse, bref. Tout ça pour dire qu'en fait, toutes ces particularités, ces expériences, elles ont fait de lui quelqu'un de très singulier, qui a pu apporter beaucoup de désordre dans un secteur qui était très tourné vers l'optimisation. Par exemple, il mettait énormément d'attention, d'importance au design des produits. Le Mac et l'iPhone étaient des produits beaucoup plus beaux pour l'époque que ce qui se faisait chez les concurrents. Je pense que ça a un lien avec sa passion pour la calligraphie. Il mettait également beaucoup d'importance dans l'expérience qu'est l'unboxing, ce moment où on reçoit un iPhone ou un Mac, qu'on l'ouvre. Pour lui, ça devait vraiment être une expérience à part entière, un moment à vivre. Et on peut se dire aussi que ça peut avoir un lien avec le bouddhisme, qui est très tourné vers l'instant présent, vers le fait d'être présent à chaque moment de la vie, etc. Et évidemment que c'est pas quelqu'un qui se contentait de laisser beaucoup de place au chaos dans sa vie, c'est aussi quelqu'un qui, je pense, était très ordonné. Je pense que c'est la passion qui faisait qu'il était ordonné, mais c'est quelqu'un évidemment qui avait de bonnes habitudes, qui était discipliné, travailleur, parce que des gens qui de l'extérieur ont l'impression qu'elles font un peu n'importe quoi de leur vie, il y en a plein, et c'est pas pour autant qu'elles sortent des Mac et des iPhones. Donc ouais, il y a évidemment une part d'ordre aussi qui fait que par son travail, il a pu sortir ce qu'il a pu sortir. Et je pense que l'iPhone comme le Mac n'aurait jamais pu sortir d'une étude de marché. Parce que je pense que c'était quelqu'un qui se posait beaucoup plus la question de qu'est-ce que ça fait ressentir, de est-ce que ça marche. Et je pense que la raison pour laquelle il se posait ces questions un peu différentes, c'est par les expériences très singulières et la place au chaos qu'il a pu laisser par le passé. Et c'est la raison aussi pour laquelle je pense qu'on a vu autant de fans hardcore chez Apple qu'on n'a jamais vu chez d'autres concurrents comme Microsoft. Après, au-delà des intuitions créatives et des idées que peut faire émerger le chaos, comme j'en ai parlé ici avec le syndrome de la feuille blanche ou d'Apple,
le chaos, il peut aussi faire naître beaucoup d'opportunités sociales notamment. Il y a un livre que je conseille, je suis désolé pour l'accent anglais, le titre est 2 Hour Cocktail Party, qui en gros parle de comment organiser de petites fêtes chez soi, même si on a un petit appart, et en mêlant des gens qu'on connaît très bien et des gens qu'on connaît pas forcément, et que c'est, pas forcément très bien, quoi. Et en gros, en lisant ce livre qui parle pas directement du chaos, je me suis rendu compte à quel point est-ce que organiser ce genre de choses laisse en fait beaucoup de place à des choses un peu imprévisibles de se passer et à des opportunités d'émerger. Parce qu'une opportunité, par définition, c'est quelque chose d'imprévisible qui se présente et qu'on saisit. Et dans le cadre d'une fête, que ce soit pour soi et pour les invités qu'on a invités, des opportunités, il peut s'en présenter plein, et sous plein de formes. Sous des formes professionnelles, amicales, amoureuses. Je peux très bien, par exemple, inviter quelqu'un un peu par politesse, parce que c'est quelqu'un que j'avais invité qui m'a demandé s'il pouvait amener un N+1. Ce N+1, je le connais pas forcément, je fais un peu sa connaissance, je me rends compte que c'est quelqu'un avec qui je m'entends super bien, ça devient l'un de mes meilleurs potes. Ça peut très bien être entre deux invités qui, pareil, se rendent compte qu'ils ont un intérêt commun pour une chose en particulier et naît de cela un projet entrepreneurial. Enfin, ça crée vraiment un espèce d'espace où beaucoup d'opportunités peuvent naître, et c'est quelque chose de nouveau que le chaos permet, que l'ordre ne permettrait pas forcément. Quelque chose qui est un petit peu dommage, c'est que je pense que les sociétés modernes, elles tendent à réduire un peu cet espace du chaos et de l'imprévisible. Déjà, ne serait-ce que dans le monde numérique, avec les algorithmes, que ce soit sur les réseaux sociaux, Spotify, Netflix, en fait, on nous suggère du contenu qu'on aime déjà, et donc on nous enferme un petit peu dans un monde, et même dans le monde physique finalement, parce que mine de rien, on a de moins en moins besoin de se déplacer. On peut commander un peu tout et n'importe quoi sur Amazon, on peut faire nos courses en drive, on peut commander à manger sur Uber Eats, et donc si on a moins besoin de nous déplacer, on se déplace moins, ce qui fait qu'on est moins témoin de choses un peu inattendues, on est moins sujet à faire des rencontres, à avoir de l'imprévisibilité dans nos vies en fait. Et justement, on élimine l'imprévisibilité de nos vies, et je pense que ça peut être l'une des causes profondes de dépression et de burn-out qu'on voit aujourd'hui, parce que beaucoup de gens en fait sont dans des quotidiens très rangés, cadrés, standardisés, qui leur vident un peu de leur énergie, de leur enthousiasme, et où tout est prévisible. Et je pense que il suffirait de parler un peu avec nos parents, nos grands-parents, pour comprendre un peu la vie qu'ils menaient à nos âges, que ce soit dans la vie pro et perso, pour se rendre compte que, ne serait-ce que parce que les moyens techniques de l'époque étaient beaucoup moins évolués, il y avait beaucoup moins de choses qui étaient standardisées, cadrées, et que, en fait, l'imprévisibilité faisait naturellement partie de la vie des gens. Et donc, je pense que c'est assez important de consciemment rajouter un peu de chaos, d'imprévisibilité dans sa vie, en organisant, par exemple, des petites fêtes, comme je l'évoquais précédemment. Mais il y a aussi plein d'autres moyens de le faire. Par exemple, des applications comme Hello Asso ou comme Airbnb. Airbnb qui a notamment un onglet événements, sur lesquels on peut retrouver beaucoup d'événements qui sont organisés autour de soi, et qui, en participant, peuvent nous aider à vivre des expériences, à développer des compétences, à rencontrer des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés dans notre vie de tous les jours. Et donc, c'est un moyen de nous exposer à ça. Ça peut même être des choses un peu plus classiques, hein. Ça peut être prendre un chemin différent pour aller au travail. Ça peut être essayer un nouveau restaurant, ça peut être regarder un reportage sur une culture sur laquelle on s'est jamais trop intéressé. Et certains, comme je l'évoquais un petit peu tout à l'heure, sont dans des quotidiens très rangés, où tout est prévisible, mais qui les bouffe en fait, et qui leur fait nourrir un peu des frustrations internes qui ne les épanouissent pas. Et parfois la solution, elle est pas dans le raisonnable, elle est dans le déraisonnable, c'est-à-dire que parfois la solution, c'est de prendre une valise, de se barrer assez loin, puis de voir ce qui se passe. Alors évidemment que tout le monde ne peut pas se permettre de faire ça, beaucoup ont peut-être des responsabilités, mais parfois, si franchement certains peuvent se le permettre, je pense que c'est la chose à faire, parce que ça laisse beaucoup de place à l'imprévisible de se manifester, et en plus rien n'empêche de revenir après évidemment. Mais à titre personnel, j'ai jamais vu quelqu'un qui a fait ça, quelqu'un qui a priori était dans un quotidien qui ne lui plaisait pas et qui le bouffait mentalement, qui a bougé, et qui a posteriori me dit qu'il a regretté. Dans 100% des cas, c'était la meilleure décision de sa vie, et c'est ce qui lui a fait comprendre la vie sous un angle un peu différent, et moi je pense que ça peut être une solution. Et une distinction que j'aimerais évoquer, c'est que je pense que de manière générale, l'ordre, il est beaucoup plus linéaire que le chaos. Et pour illustrer ce que je veux dire, imaginez que vous prenez une nouvelle habitude qui serait de courir 3 fois par semaine pendant 1 an,
et qu'à côté de vous, vous aviez un voisin qui lui fait pas du tout sport, au bout d'un an, les résultats que vous obtiendrez en comparaison à votre voisin, ils seront assez clairs. Du côté de l'ordre, si vous fournissez beaucoup d'efforts, vous aurez beaucoup de résultats. Si vous fournissez pas du tout d'efforts, vous aurez peu de résultats. C'est assez clair. Tandis que du côté du chaos, c'est un peu différent. Votre voisin, en une soirée, il peut faire la rencontre qui changerait sa vie. Parce qu'il a eu un petit coup de chance, quoi. Tandis que vous, après 3 ans d'exposition au chaos de manière répétée, peut-être que rien avec un impact aussi important se produira pour vous. Et c'est ce qui rend beau le chaos, en fait, parce que il peut à la fois ne rien donner et tout donner. Et je terminerai par dire que je pense que l'ordre rend meilleur. J'ai beaucoup parlé du chaos dans cette vidéo parce que c'est le sujet et parce que je pense que le chaos a plus besoin de pub que l'ordre. Mais là où l'ordre rend meilleur, le chaos rend plus singulier. Et que dans un monde où il y a l'intelligence artificielle et d'autres avancées technologiques qui font que la barrière technique pour faire des choses est beaucoup plus basse, tout est beaucoup plus accessible et reproductible. Et donc la valeur réside dans ce qu'il n'est pas facile à faire et à copier, d'où l'intérêt d'être singulier. Donc ne chassez pas le chaos de vos vies. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et moi je vous dis à la prochaine.